Salut, salut, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien ce soir. Désolé, j'ai eu un peu de retard. Vous m'entendez bien? Mettez les cœurs si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Ah ouais, merci beaucoup, DASB. Merci à toi. Salut, Diara Boubacar. Ah ok, vous m'entendez bien. Ok, super, super. Donc nous allons continuer, comment dirais-je, notre compte sur Njedo Dewal. Voilà, donc mettez les cœurs s'il vous plaît pour la culture africaine. Donnez-moi un peu de force pour que je puisse être bien inspiré pour vous raconter la suite de cette histoire. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Et donc, je vais faire un résumé, donc depuis le début. Donc c'est un conte Peul quelque part, c'est un conte qui raconte l'origine en fait du peuple Peul et qui parlait d'un endroit dans le monde qui était vraiment un endroit paradisiaque, qui s'appelait le pays de Eli et Yo-Yo. Et en fait, dans cet endroit vivaient les ancêtres des Peuls, et vraiment, tout était bien dans cet endroit, tout était en abondance, les gens n'avaient pas trop besoin de travailler au champ, il y avait déjà assez d'abondance dans les forêts, les gens s'entendaient bien, se respectaient, il y avait la politesse et tout ça, voilà. C'est-à-dire que les gens étaient vraiment à l'aise. Mais du jour au lendemain, du fait un peu d'être, comment dirais-je, dans cette aisance, les gens ont commencé à entrer dans une forme de décadence et à faire des choses contre nature, en fait. Voilà, ils ont commencé à faire des choses contre nature et face à ces choses contre nature qu'ils faisaient, l'équivalent de Dieu, donc chez les Peuls, qui s'appelle Guéno, a décidé d'envoyer, entre guillemets, un être, voilà, et plus particulièrement une fille qui s'appelle donc Njedo Dewal, la mère de la calamité, et cette fille va être un peu, va faire fonction de celle qui doit recadrer les hommes, qui doit punir les hommes, elle va faire fonction de comment dirais-je, de fonction négative en fait, voilà, pour vraiment, comment dirais-je, troubler les hommes, les torturer, boire leur sang, parce qu'elle boit du sang humain, elle a besoin de ça pour exister et tout ça. Donc en fait, Guéno, l'équivalent de Dieu chez les Peuls, a envoyé Njedo Dewal pour quelque part punir le peuple Peul. Mais dans tout ça, il y a comment dirais-je, un jeune, un monsieur, qui lui faisait partie d'un groupe qui lui était resté encore un peu pur, voilà, qui n'avait pas trop sombré dans la décadence et qui a été un peu choisi par Guéno pour, comment dirais-je, aller affronter Njedo Dewal en fait. Et donc, il a commencé sa quête, voilà, il s'appelle Bawemde, voilà, c'est son nom. Donc lui, on va dire, c'est le côté positif, voilà, c'est le héros qui va pour tenter de tenir en échec Njedo Dewal. Et donc, il commence voilà, son trajet vers la ville de Njedo Dewal, puisque Njedo Dewal a créé une ville qui est mystique, en fait, puisqu'elle est invisible à l'œil nu comme ça, on ne peut pas la voir. Il faut être autorisé à la voir pour pouvoir y pénétrer. Et donc, cette ville-là s'appelle Weli Weli. Et donc, Bawemde était sur la route pour aller à Weli Weli et voir Njedo Dewal. Et sur cette route-là, il a rencontré plein d'animaux qui lui ont donné plein comment dirais-je, de petites choses qu'on pourrait dire qui sont des choses magiques, quoi, en fait, genre des ailes de grillon, de la poudre d'excréments de souris, des choses comme ça. Et à chaque fois qu'il rencontrait ces animaux lui ont dit, prends ça va t'aider dans ton parcours, prends ça va t'aider dans ton parcours. Et donc là, nous étions au moment où Bawemde arrive à Weli Weli. Donc nous étions à ce moment-là. Je prends une petite gorgée d'eau. Ok les amis, c'est parti. Bawemde atteint son but. Une fois sorti de ce tunnel, Bawemde aperçut la ville de Weli Weli qui s'étirait devant lui d'est en ouest, si immense
qu'il ne pouvait en discerner les limites. Il ne sut jamais comment, tout à coup, il se trouva transporté dans une grande avenue de la cité. Chose curieuse, malgré la beauté des maisons dont beaucoup étaient à étages, il ne vit ni ne perçut aucun signe de vie ni de présence humaine. Sans savoir où il allait, il continua sa marche. Après avoir longtemps déambulé et fini par déboucher sur ce qui apparemment était la place du marché. Mais, au lieu d'y voir l'assemblée, comme il eût été normal, une foule de vendeurs et d'acheteurs, il ne vit que des animaux, et de surcroît, des animaux qui se livraient à des activités tout à fait bizarres. Sous un hangar, sous un hangar, des chiens présentaient du mil à des singes. Ailleurs, des guenons offraient du lait de bufflonne à des porcs. Des boucs puants parlaient haut à des oiseaux géants. Des tortues s'adressaient en murmurant à des panthères. Plus loin, un âne installé devant une forge fabriquait des houes, des couteaux, des clous et des aiguilles. Un petit hérisson actionnait la soufflerie. L'âne, qui se servait de sa bouche pour saisir les outils avec lesquels il forgeait à chaud ou à froid, lançait avant chaque opération un braiement spécial. Devant tant de choses plus extraordinaires les unes que les autres, Bawemde resta interloqué, ne sachant que faire. Certainement, se dit-il lui-même, il s'agissait là d'être métamorphosé par sortilège. Alors, se souvenant tout à coup de l'alliance sacrée qui existe entre Peul et forgeron, il se dirigea vers l'atelier de l'âne. Bonjour, forgeron aux grandes oreilles, qui manie ses outils au moyen de ses mâchoires, s'écria-t-il. Bonjour, Gandin le Peul, répliqua l'âne. Je parie qu'au lieu de te trouver ridicule toi-même, tu crois que c'est moi qui le suis. Et d'ailleurs, que viens-tu faire ici avec ce mouton? Il n'est pas pour toi, répartit Bawemde. Je le destine à quelqu'un qui se trouve dans cette ville. Je ne sais exactement où. Si tu peux me donner quelques indications à ce sujet, les mânes de mes ancêtres et des tiens t'en seront gré, car ton geste te sera peut-être utile, à toi et à tous les êtres que je vois ici bizarrement métamorphosés. Alors, dit l'âne, tiens-toi bien, car je vais dégager un vent qui vous emportera, toi et ton mouton, dans un endroit où tu verras ce que tu verras. Bawemde saisit fermement la corde de son mouton. L'âne sortit alors de son fondement un paix aussi puissant que tonitruant. Ah, un paix aussi puissant que tonitruant. La violence du souffle fut telle que nos deux compagnons furent soulevés et projetés au loin. Ils allèrent retomber dans une charge de piment. Sous le choc, les gousses s'écrasèrent. Une fine poudre s'éleva et enveloppa Bawemde et lui piqua douloureusement les yeux et les narines. Ses larmes coulèrent en abondance. Aveuglé, il voulut s'essuyer les yeux du revers de la main. Il lâcha la corde du gobou. Aussitôt, celui-ci s'échappa et se précipita dans une rue voisine, bêlant de toutes ses forces. Après avoir recouvré la vue, Bawemde constata la disparition de son mouton. Entendant au loin les bêlements de l'animal, il s'élança dans la rue, tendant l'oreille, regardant à droite et à gauche, s'arrêtant de temps en temps pour mieux s'orienter. Arrivé devant une fourche où deux voix s'offraient à lui, il ne sut laquelle prendre car il n'entendait plus rien. Il récita alors la formule Peul, Dialinga, Dialinga, le dernier mot lui ayant indiqué la voie de droite. Il s'y engagea sans hésiter. Un peu plus loin, il trouva le mouton tout occupé à se gratter. Au fur et à mesure que l'animal raclait sa toison de laine, des étincelles en jaillissaient pour aller retomber sur une sorte de vestibule métallique qui donnait accès
à on ne savait quel édifice. Bawemde s'approcha du mouton. Au même moment, un être bizarre apparut, doté d'une tête humaine surmontant un tronc de Caïl cédra. Il était porté par deux gigantesques pattes d'autruche. Cet être, à la fois humain, végétal et animal, s'adressa à Bawemde. Ô bonhomme malchanceux, qu'est-ce qui a pu t'emmener en ce lieu, interdit à tout être vivant sous peine de mort violente? Si Njedo Dewal apprend que tu es là, elle enverra son bourreau pour te castrer, te suspendre par les pieds et déchirer ta chair en lambeaux avant de te trancher la tête. Si tu veux éviter ce malheur, donne-moi ton mouton. Au lieu de s'exécuter, Bawemde demanda à l'étrange créature quel était ce lieu et dans quelle pièce donnait ce vestibule métallique. Le vestibule, répondit la créature hybride, donne sur une pièce où Njedo Dewal séquestre ses ennemis et ceux qui refusent de la servir. Je te remercie de ton information, dit Bawemde. Quant au mouton que tu me demandes, je ne puis te l'offrir, car il ne m'appartient pas. J'ai été chargé de l'amener à Weli Weli pour le donner à Ciré, le sourd muet borgne qui s'y trouve emprisonné. Or, à ce que je vois, tu es loin d'être cet homme. En effet, répondit l'homme plante animal, je ne suis ni Ciré, ni Abdou son frère, puis né le bossu borgne boiteux cagneux. Et tout à coup, sans en dire plus, il disparut. Pendant tout ce temps, le mouton avait continué à se gratter. Des étincelles qui jaillissaient de sa toison se focalisaient sur la porte du vestibule. Elles finirent par en faire fondre la serrure, mais le battant restait toujours fermé. Il était si lourd que 3 éléphants n'auraient pas réussi à l'ébranler. Alors, à la manière d'un bélier prêt à charger, le Kobu-Nolu recula, puis il fonça sur le battant qui céda miraculeusement. Suivi de Bawemde, il pénétra dans le vestibule. Celui-ci donnait sur une cour parsemée de clous pointus qui en tapissaient le sol aussi durement que des épines sur le dos d'un hérisson. Une voix se fit entendre. « Malheur, disait-elle, à celui qui vient d'ouvrir la porte du vestibule pour pénétrer dans la cour interdite. » Au même moment, un bruit semblable à un coup de tonnerre éclata assourdissant Bawemde. Comme par enchantement, son mouton disparut. Il était à nouveau bien embarrassé. Que faire? Que dire? Où aller? À peine se posait-il la question que le ciel s'obscurcit au-dessus de sa tête. Un éclair en jaillit, suivi d'un grondement de tonnerre si violent qu'il fit trembler la terre et s'évanouir Bawemde. Encore à moitié inconscient, il sentit qu'on le transportait puis qu'on le déposait sur le sol. Quelque chose lui lécha le bras. Il entr'ouvrit les yeux. C'était son Kobu-Nulu, tout aussi miraculeusement réapparu, qui le réveillait ainsi avec douceur. Il vit qu'il avait été déposé au pied d'une termitière géante, tout entière façonnée d'argile jaune clair, sculptée de reliefs puissants terminés par des sortes de pinacles, comme on en voit aux fêtes des maisons ou au sommet de certaines collines. La reine tourna le dos à Bawemde, lui présentant son abdomen aussi énorme qu'une grosse tortue de fleuve salé. Quant au roi, dont la tête était aussi volumineuse que celle d'un éléphant, il fit face à Bawemde. Le temps de quelques clignements de paupières, et sans qu'on sache comment, les 2 termites géantes avalèrent le mouton Kobu-Nolu sans en laisser de traces. Puis ils rôtèrent, comme font certains après un bon repas. Les ouvrières termites, dont chacune était aussi grosse qu'un énorme crocodile, sortirent de leur cité avec affolement, cherchant un endroit où se cacher. Chacune se mit à creuser un trou dans le sol.
malgré les cris du roi et de la reine leur ordonnant de rester sur place. Tous les termites finirent par disparaître sous terre. Brusquement, la reine se jeta sur son mâle, le dévora, puis courut vers la termitière pour s'y réfugier. Mais celle-ci, comme rongée par l'action d'une pluie persistante, s'effondra sur elle-même, découvrant au regard ciré le sourd et muet qui se tenait en son milieu. Bawemde constata que ce dernier était non seulement borgne, sourd et muet, mais encore bossu par devant et par derrière. Son cou était pris dans un carcan, et ses membres chargés de chaînes rivaient à un gros tronc de caïl cédra. Son corps était couvert de brûlures et de plaies, où des vers se nourrissaient de sa chair. La reine des termites vint auprès de Ciré. « Mon salut dépend de toi, dit-elle, et de toi seul. C'est notre maîtresse Njedodewal, la grande magicienne, aux yeux rouges comme un soleil couchant, qui nous a donné l'ordre, à mon mari, mes compagnons et moi-même, de te charger de fer et de maçonner notre demeure autour de ton corps, afin que personne ne puisse te délivrer. Elle a ensuite fait entourer notre termitière d'une muraille si haute et si lisse que même un lézard ne peut grimper sans glisser et retomber à terre. Cette enceinte n'a qu'une entrée, un vestibule métallique magiquement fermé par une porte dont le battant est si épais et si lourd que la foudre elle-même ne peut le transpercer. Ciré, dont la langue et l'ouïe s'étaient déliés comme par enchantement dès l'instant où le mouton Kobunolu avait pénétré à l'intérieur de l'enceinte, lui demanda « Pourquoi Njedodewal me séquestre-t-elle et me fait-elle maltraiter nuit et jour au fouet et au fer rouge ?» « Tu es détenteur d'un secret mortel pour elle, » répondit la reine. « Or, elle n'a réussi ni à te l'arracher, ni à te faire accepter de devenir son allié pour l'aider à parfaire son œuvre, qui est la destruction du pays de Eli et Yoyo et l'extermination de ses habitants par le feu, l'eau, le vent et la sécheresse. Le seul pouvoir qu'elle a eu sur toi a été de t'emprisonner comme elle l'a fait. Ta libération équivaut à sa perte. Le vestibule a été miraculeusement ouvert, je ne sais comment ni par qui. C'est l'heure de ta délivrance qui vient de sonner, car il était dit que celle-ci surviendrait quand mes ouvrières auraient disparu sous terre, et que j'aurais dévoré mon mari après que tous deux nous aurions avalé un mouton Kobunolu. Je ne sais pas qui a introduit ce Kobunolu dans notre demeure, ni comment on s'y est pris pour le faire. Quoi qu'il en soit, nous sommes devant le fait accompli, et maintenant, pour mon salut, je dois trouver une cachette sûre. Ciré eut pitié de la reine des termites. Non seulement il lui pardonna, mais il oublia à l'instant même tout le mal qu'il avait subi par sa faute. « Que puis-je faire pour t'éviter les représailles de Njedodewal ?» lui demanda-t-il. « Presse 7 fois mon abdomen avec les 3 premiers doigts de ta main gauche en tenant repliés les 2 derniers, répondit-elle. Ciré s'exécuta, sans se le faire répéter 2 fois. Sous la pression de ses doigts, l'abdomen de la reine creva comme un abcès mûr. Il en sortit 2 gros nuages. L'un sombre et épais comme la nuit, l'autre léger et clair comme la lumière. Tous 2 s'élevèrent rapidement dans l'atmosphère. Le premier rejoignit la nuit et augmenta son obscurité. Le second rejoignit le jour et intensifia sa clarté. Les chaînes et les carcans qui rivaient Ciré fondirent comme beurre au soleil. D'un seul coup,
il fut non seulement délivré de ses liens, mais miraculeusement guéri de ses plaies et de ses infirmités. Ces dernières n'étaient dues en effet, toutes comme celles de son frère Abdou, qu'à un charme de Ndjedo Dewal, et ce charme se trouvait rompu. Une fois recouvré la santé et sa forme normale, Siré se révéla être un homme bien bâti et fort comme un taureau. Voyant devant lui Bawemde, il lui dit « Oh, Bawemde, voilà 7 ans que je t'attends. À chaque soleil qui se levait, j'espérais te voir arriver avec le mouton providentiel qu'au bout. Et chaque fin de journée, chaque fin de semaine, chaque fin de mois et d'année ne faisait qu'augmenter mon désespoir. Mais mieux vaut tard que jamais. Tu es là et me voici non seulement libéré de ma prison, mais aussi guéri de mes infirmités. » Cela dit, il se secoua énergiquement et s'étira comme un homme qui vient de se réveiller d'un long et lourd sommeil, puis il reprit. Partons d'ici sans attendre, car Ndjedo Dewal ne tardera pas à apprendre ce qui vient de se passer. Or, c'est un signe de malheur pour son pouvoir. Nouvelle étape vers l'inconnu. Siré et Bawemde quittèrent les lieux en courant. Dès qu'ils eurent gagné la rue, Siré arracha 2 poils de ses aisselles, un à gauche et un à droite. Il les noua et souffla dessus. Les 2 poils se métamorphosèrent en un baobab long de 14 coudées et gros comme un tronc de baobab. « Bawemde » s'écria-t-il, « monte sur ce serpent et frappe ses 2 flancs de tes talons. Il lui poussera des ailes et il s'envolera dans les airs. Il sera aussi rapide que l'éclair. Ne t'effraie pas des bruits que tu entendras. Et pour rien au monde, ne te retourne pour regarder en arrière. Mais si d'aventure quelque chose te frôle et semble prêt à se saisir de toi, n'éprouve aucune peur et surtout, je te le répète, ne te retourne pas, à aucun prix. Il y va de ton salut. » Bawemde enfourcha l'énorme boa et le piqua de ses talons, comme l'aurait fait un cavalier de ses éperons. Aussitôt, le reptile géant prit les airs comme un oiseau. Il s'éloigna rapidement dans le ciel avec son passager. À l'instant même, Ndjedo Dewal, dans sa demeure, fut prise d'un malaise terrible. L'air lui parut anormalement lourd. Sa respiration devint difficile. Sa poitrine se rétrécit. Elle se mit à se trémousser sur sa couche, pressentant que quelque chose se passait au vestibule métallique. Pour s'en assurer, elle envoya l'un de ses esprits serviteurs vérifier sur place si tout était en ordre. Une fois parvenu sur les lieux, l'esprit serviteur trouva la lourde porte du vestibule entrebâillée. Il entra et constata la disparition de la termitière jaune clair. Ce que voyant, son ventre se remplit du désir d'informer. Il prit le chemin de retour avec hâte, craignant que son ventre trop rempli ne se déchire et que les informations qui y étaient contenues ne s'échappent. Hélas, malgré toutes ces précautions, son ventre se déchira et les nouvelles se répandirent partout sur la terre. Il les ramassa à la hâte, les remit dans son ventre, les cousit et cousit sa déchirure. Cette fois, sur le trajet qui sépare le vestibule métallique de la demeure de Ndjedo, son ventre se déchira, et cette fois, il se recousit. Lorsqu'il arriva enfin en face de Ndjedo, il se mit à bégayer de frayeur. « Ndjedo Dewal, j'ai trouvé le vestibule ouvert. La termitière a disparu et les clous se sont rétractés sous la terre comme des griffes de félin au repos. » À cette nouvelle, Ndjedo Dewal poussa 7 cris stridents.
Une brusque chaleur lui parcourut tout le corps, une sueur chaude détrempa son visage. Ne pouvant rester en place, elle s'agitait, se trémoussait, et elle en vint même à souiller ses vêtements. Quand elle fut un peu calmée, elle appela 7 esprits, qui faisaient partie de ses serviteurs dévoués. Allez voir immédiatement ce qui se passe au vestibule métallique, commanda-t-elle. Si d'aventure Ciré, le sourd-muet borgne, se trouve sur les lieux, emparez-vous de lui et tranchez-lui la tête avec le sabre que voici. Et elle remit au chef des 7 esprits un sabre dont la lame était faite d'un alliage de 7 métaux. Avant d'exécuter, Ciré, ajouta-t-elle, allez ouvrir les 7 cratères des 7 monts volcaniques qui entourent Weli-Weli. Commandez aux montagnes de vomir les feux de leurs entrailles, que les flammes consument les nuages du ciel et carbonisent tout sur la terre jusqu'au grain de sable, et que tout soit réduit en cendres grises. Que le feu ne laisse aucune vie subsister, qu'il empêche toute respiration, que rien ne demeure sur sa base ni dans son état naturel. Allez, comme une flèche, les esprits s'élancèrent, prêts à exécuter les ordres donnés par Njedo Dewal. Arrivés devant le vestibule métallique, ils cherchèrent des yeux cirés, mais ils ne le virent pas. Peut-être, se dit-il entre eux, Ciré s'était-il caché dans un coin du vestibule. Allons nous en rendre compte. Se suivant à la queue leu-leu, ils se rapprochèrent craintivement du vestibule, hésitant à y pénétrer, bien que le battant en soit entrebâillé. Ils étaient en train de se concerter, quand Ciré surgit tout à coup derrière eux et leur ordonna sur un ton incantatoire. Entrez dans le vestibule malgré vous, telle est la volonté de Guéno. Les 7 esprits se sentirent attirés comme par un aimant. Malgré leur résistance, ils furent précipités à l'intérieur du vestibule. La salle s'enflamma aussitôt, et tous les 7 périrent dans le feu. La lourde porte se referma, et miraculeusement, le vestibule et la muraille d'enceinte disparurent sous terre. À ce moment-là, Bawemde et sa monture volante n'étaient plus qu'un petit point noir à l'horizon. Njedo Dewal, dans sa prescience, ressentit en elle ce qui venait de se passer. Furieuse comme un grand feu de brousse, elle se leva et prononça 7 paroles magiques. Immédiatement, le firmament rougit comme s'il venait d'être teint avec du sang. Le soleil s'obscurcit, se détacha de son embasement, se rapprocha de la terre et déversa sur elle une chaleur infernale. La sorcière fit alors venir un gros oiseau auprès d'elle. Les uns disent que c'était un aigle pêcheur de très grande envergure ou un aigle chasseur. D'autres que c'était un aigle de haute montagne qui ne descend que très rarement dans la plaine. Toujours est-il que Njedo dévoile sur le dos de l'oiseau gigantesque un siège dans lequel elle s'assit confortablement. Elle commanda à son gardien le tam-tam. Elle commanda à son gardien de battre le tam-tam de son tambour de sorcier. Je reprends. Elle commanda à son gardien de tam-tam de battre son tambour de sorcier recouvert de peau humaine. Au fur et à mesure que les sons du tam-tam se répandaient dans l'espace, les bêtes les plus méchantes de la terre sortaient de leur nid ou de leur terrier pour se lancer à la poursuite de Ciré et de Bawemde, qu'elle avait mission de rechercher. Njedo Dewal avait su, en effet, que le mouton Kobunolu avait été amené par Bawemde. Il faut coûte que vous attrapiez ces 2 hommes, hurla-t-elle, sinon c'est la fin de mon pouvoir.
Avant de partir, elle prit soin d'installer ses filles dans les branches touffues d'un grand caïlcédra entouré d'un bosquet d'acacias. Puis elle commanda à son oiseau de prendre les airs. Ciré, après avoir vu périr les 7 esprits et disparaître sous terre, murailles et vestibules, avait prononcé quelques paroles magiques. Aussitôt, le mouton Kobunolu, qui avait, on s'en souvient, été avalé en un clin d'œil par la reine et le roi des termites, ressuscita et apparut devant lui, mais beaucoup plus grand qu'auparavant. Il avait la taille d'un pur sang des sables. Ciré l'enfourcha, et ils s'élancèrent dans la direction qu'avait prise Bawemde. Il fonçait au galop sur la terre, tandis que, perché sur son boa ailé, Bawemde fendait les airs. Njedo Dewal se lança à la poursuite de Bawemde. Son coursier ailé était particulièrement rapide. Elle eut tôt fait de le rattraper. Elle toussa plusieurs fois. Aussitôt, un essaim de guêpes et d'abeilles sortit de ses narines. Elle leur ordonna d'aller piquer le boa volant jusqu'à ce que ses contorsions fassent tomber son cavalier, puis de descendre piquer Ciré qu'elle trouverait non loin de l'endroit où s'abattrait Bawemde. Armés de leurs dards, les insectes prirent leur vol si nombreux qu'ils en obscurcissaient le ciel. Ils donnèrent la chasse à Bawemde, mais celui-ci disparaissait régulièrement derrière des nuages semblables à des montagnes. Les uns noirs comme du fer, les autres blancs comme des flocons de coton. L'oiseau de Njedo flottait sur les airs comme une embarcation sur l'eau. Tantôt, il s'élevait si haut qu'il paraissait frôler les nues, tantôt, il descendait si bas qu'il semblait vouloir balayer la terre. Quant à sa maîtresse aux yeux rouges, ses cheveux étaient ébouriffés comme de l'herbe folle, ses ongles aussi pointus que des javelots, ses talons épais comme une masse de forgeron, ses bras tranchants comme des sabres, sa bouche aussi grande qu'une caverne, ses dents plus grosses que celles d'un hippopotame. Son costume était fait de treillis métalliques. Les abeilles et les guêpes avaient rattrapé Bawemde. Elles s'attroupèrent autour de lui, prêtes à le piquer ainsi que sa monture. Ciré, qui suivait la scène de loin, récita quelques paroles magiques. Ces paroles donnèrent naissance à une fumée tourbillonnante qui s'éleva rapidement dans le ciel. La fumée enveloppa les insectes voltigeurs, puis se transforma en un feu ardent qui leur brûla les ailes. Privées de leurs ailes, les porteuses d'aiguillons devinrent telles des gros vers maladroits et tombèrent sur le sol comme de vulgaires grelons. Njedo Dewal, persuadé que son armée d'insectes avait réussi à désarçonner Bawemde, éperonna son oiseau et piqua vers la terre pour s'attaquer à Ciré. Elle l'aperçut monter sur le kobu. Aussitôt, elle comprit intuitivement qu'il venait de sauver Bawemde. Elle piqua sur lui, mais Ciré fonça vers une montagne qui se trouvait à l'horizon. Arrivé devant la montagne, il l'incanta. Elle s'ouvrit, et il s'y réfugia avec sa monture. L'ouverture étant restée béante, Njedo et son oiseau s'y engouffrèrent. Immédiatement, les 2 parois du tunnel se resserrèrent et happèrent l'oiseau, le serrant si fort qu'il pondit un œuf. L'œuf se cassa et il en sortit une colonie de fourmis, dont chacune était armée de dents en fer trempées, plus tranchantes qu'un taillé de forgeron. Les fourmis se ruèrent sur la montagne. Le temps de quelques clignements de yeux, elles la grignotèrent en totalité. L'immense masse rocheuse fut réduite en une farine de pierre qui s'étala comme une vaste plaine sablonneuse. Njedo Dewal avait magiquement suscité les fourmis pour détruire la montagne, ouverte par Ciré non moins magiquement.
N'entendant ni ne voyant rien qui puisse signaler la présence de Ciré, Njedo crut qu'il avait été enterré sous les sables. Elle remonta sur son oiseau, qui avait été délivré, et se lança à la poursuite de Bawemde, cherchant ses traces entre ciel et terre. Elle balaya du regard les points cardinaux et collatéraux. Mais elle n'aperçut rien, pas le moindre petit point dans le ciel, pas même un semblant de trace. Furieuse, elle cria sa colère, hurla de douleur, vociféra de désespoir. Alors, les cris de Njedo sont aussi puissants que le tonnerre. Tous les êtres qui les entendirent crurent que c'était le ciel qui tonnait, à en faire craquer des pierres et trembler la terre. Comme pour leur donner raison, la terre se mit à trembler au point que les racines des arbres s'extirpèrent de leur logement. Rien ne resta paisible. Des déserts, jadis calmes et silencieux comme une nuit profonde, entrèrent en ébullition, telle l'eau d'une marmite surchauffée. Les eaux des fleuves, des lacs, des rivières et même des puits se mirent à bouillir. Les plantes et les herbes vertes de la zone d'inondation se desséchèrent. Les animaux qui se trouvaient dans les environs crevèrent. Pas même un chaton n'échappa à la catastrophe. Tous les êtres vivants étaient plongés dans la terreur. Ils s'entremêlaient, se tortillaient, se desséchaient avant de mourir lamentablement. L'angoisse et les tortures étaient telles que chacun appelait la mort comme une délivrance. Pendant ce temps, Bawemde continuait à avancer dans les airs sur son boa volant, qui transperçait les nuages comme une flèche lancée à travers l'espace. Au fur et à mesure que le boa se pliait et se dépliait, les distances disparaissaient comme avalées une à une. Tout à coup, le boa sentit qu'il était poursuivi. Il péta, et ses pets se transformèrent en un ouragan capable d'emporter à la dérive tout ce qui se trouvait derrière lui. Njedo Dewal vit l'ouragan déchaîné se diriger vers elle. Elle en déduisit que Bawemde se trouvait de l'autre côté. Elle orienta son oiseau en conséquence et lui ordonna de se tenir prêt lorsque les vents approcheraient à s'envoler le plus haut qu'il peut. À peine avait-elle fini de parler que l'ouragan s'enfla démesurément, formant comme une muraille unissant le ciel et la terre. Le boa volant et le coursier ailé de Njedo se livrèrent alors dans l'espace un duel fantastique. Ils s'élevaient si haut qu'ils en frôlaient le plafond du ciel où les étoiles semblaient paraître comme du bétail paisible, ou descendaient si bas qu'ils rasaient le sommet des collines. Ils semblaient jouer à cache-cache à travers l'espace, contournant les grandes étoiles pour se cacher derrière elles, enjambant les petites, bousculant les moyennes, sans parvenir jamais à se trouver nez à nez nulle part. Njedo Dewal fit sortir un coq de sa poitrine. Le coq saillit l'oiseau qui pondit un nouvel œuf entre terre et ciel. Oh, ah, ça c'est fort. Je relis. Njedo Dewal fit sortir un coq de sa poitrine. Le coq qui est sorti de sa poitrine a fécondé l'oiseau sur lequel volait Njedo Dewal. Cet oiseau lui-même a pondi un œuf entre le ciel et la terre. Njedo attrapa l'œuf au vol et le plaça dans sa bouche pour le chauffer. Quand il fut brûlant, elle le jeta sur l'ouragan. L'œuf s'y écrasa et inonda de son liquide gluant. Aussitôt, la tempête s'apaisa, comme par enchantement. Toute réjouie, Njedo Dewal fit redescendre son oiseau. Elle piqua du ciel vers la terre. Dans sa descente vertigineuse, elle se heurta à des étoiles qui s'entrechoquèrent comme des poissons-chats troublés dans l'eau d'un fleuve. Les queues d'étoiles filantes laissaient de grandes traînées de lumière. Dans la crainte de recevoir les projectiles qui semblaient pleuvoir du ciel, toutes les créatures de la terre baissaient la tête. Chaque fois que Njedo Dewal se rapprochait du sol, elle levait les yeux
pour embrasser du regard l'étendue du ciel, espérant y apercevoir Bawemde, ne serait-ce qu'au loin, ou sentir sa présence plus près d'elle. Ayant accompli plusieurs fois ce manège sans rien découvrir, la mégère, folle de colère, descendit de son oiseau. Elle frappa la terre de son talon, tout en mordillant son index jusqu'à la deuxième phalange. Et à chaque fois qu'elle mordait son long doigt, un crachat épais, puant comme un excrément de poule, se répandait dans l'air. Un vieux vautour des hautes montagnes, alléché par l'odeur puante, accourut afin de se régaler. Njedo lui dit: Tu ne te répéteras de ce dont tu as senti l'odeur qu'à condition d'accepter de me servir en exécutant aveuglément mes ordres. Le vautour accepta. Alors, vole, vole très haut, dit-elle, et fouille l'horizon pour y découvrir des traces d'un fil d'Adam monté sur un boa volant. Dès que tu l'apercevras, lance-lui la corde à nœud coulant que voici. Si tu l'accroches, tire avec force sur la corde, puis place son extrémité dans un feu ardent. Et comment ferais-je pour trouver du feu alors que je serais dans les airs demanda le vautour. Njedo Dewal lui tendit 2 pierres. Tiens-les dans tes serres. Et lorsque tu auras besoin du feu, cogne-les l'une contre l'autre. Il en jaillira des étincelles qui enflammeront la corde. Le vautour prit son élan et s'éleva très haut, entra dans les nuages et fonça dans la direction où il pensait trouver Bawemde. Filant plus rapidement que le boa, il ne tarda pas à l'apercevoir. Il augmenta encore sa vitesse. Arrivé à quelques coudées, il lança vers Bawemde la corde de Njedo Dewal, la corde que Njedo Dewal lui avait donnée. Cette corde, qui était aussi solide que du métal, traversa l'espace en faisant entendre un sifflement aigu. À ce bruit, le boa comprit qu'un projectile était lancé contre eux et piqua vers le bas, à une vitesse qui surprit le vautour. La corde passa par-dessus Bawemde et sa monture. Poursuivant sa course, elle heurta un gros nuage qui alla en percuter un autre. Des étincelles jaillirent. Une détonation assourdissante retentit. L'atmosphère devint brûlante comme si elle avait pris feu. Des nuages entrechoqués jaillit une immense langue de flamme qui s'étira jusqu'à atteindre le bois. Celui-ci, faute d'avoir pu s'esquiver suffisamment à temps, eut les ailes brûlées et le corps touché. Il décrocha et se mit à tomber, roulant comme une pierre, pirouettant sur lui-même, Bawemde toujours fermement rivé à son dos. Après plusieurs culbutes, ils amorcèrent une chute vertigineuse vers la terre, où rien ne semblait pouvoir les empêcher de s'écraser. Ciré, parvenu à proximité, vit leur chute. Il descendit en toute hâte du dos de Kobu et lui ordonna de s'envoler afin d'aller saisir Bawemde et sa monture dans leur descente mortelle. Aussitôt, Kobu prit son essor. Tel un aigle chasseur étalon, il fendit les airs à la vitesse d'un bolide et attrapa au vol Bawemde qui se retrouva miraculeusement assis à califourchon sur son dos. Malheureusement pour le bois, la langue de flamme ne s'était pas contentée de lui brûler les ailes. Elle avait également cuit son corps. Celui-ci carbonisé finit par se dissiper dans l'atmosphère. Son passager solidement agrippé à sa toison, Kobu redescendit à terre et se posa doucement devant Ciré. « J'ai pu sauver Bawemde, lui dit-il, mais non le boa. Il a péri et son corps calciné s'est volatilisé. » Ciré remonta sur Kobu et prit Bawemde en route, en croupe. Après avoir cheminé quelque temps, ils aperçurent au loin, leur barrant la route, une montagne infranchissable. Elle était si haute que nul n'aurait pu l'escalader, et si vaste qu'on aurait pu en faire le tour même en plusieurs mois de voyage.
Les fugitifs n'en continuèrent pas moins d'avancer vers elle. Njedo Dewal avait assisté de loin à la chute vertigineuse du boa et de son cavalier. Certaine d'être arrivée au bout de ses peines en ce qui concernait Bawemde, elle pensa n'avoir plus à chercher que Ciré et Kobu, et à les tuer comme elle l'avait fait du boa. Le plaisir qu'elle en ressentit fut tel qu'elle se pâma de rire. Elle était aussi joyeuse qu'une ânesse altérée qui tombe inopinément sur une mare et qui, de contentement, braie à s'en égosiller et pète à s'en déchirer le rectum. Ah, se dit-elle en elle-même, au comble de la joie, les ailes du boa ont flambé, et la terre n'a même pas daigné accepter ses cendres. Sans aucun doute, Bawemde n'est plus. Maintenant, Ciré, à nous deux. Et elle enfourcha à nouveau sa monture volante. L'oiseau s'élança aussi haut qu'il semblait vouloir frôler la calotte du ciel. Njedo Dewal aperçut au loin la montagne dont, à la vérité, elle connaissait tous les secrets. Elle savait que, si le mouton miraculeux parvenait à l'atteindre, dès que son regard multicolore se poserait sur sa paroi, le tunnel secret qui permettait de la franchir serait dévoilé, car seul le regard de Kobu pouvait opérer ce miracle. Qu'est-ce donc que cette montagne mystérieuse vers laquelle Ciré se dirigeait et que la grande magicienne voulait à tout prix l'empêcher d'atteindre? C'était la frontière entre le monde visible et palpable des hommes et le monde caché que seul et le monde caché peuplé seulement par les génies. Ok, je reprends cette partie car elle est très intéressante. Qu'est-ce donc que cette montagne mystérieuse vers laquelle Ciré se dirigeait et que la grande magicienne voulait à tout prix l'empêcher d'atteindre? C'est la frontière entre le monde visible et palpable des hommes et le monde caché que seuls les génies habitent. Cette montagne, de forme circulaire, entourait un lac d'eau salée, d'une étendue incommensurable. Au milieu du lac se dressait une île, et c'est au cœur de cette île, on s'en souvient, que Njedo Dewal avait enfoui sous terre la gourde métallique contenant son grand fétiche, dont le pouvoir lui permettait d'opérer ses miracles et de dominer les êtres des trois règnes de notre terre, minérale, végétale et animale. Njedo Dewal s'avança vers la montagne, scrutant l'horizon de tous côtés. Mais elle n'y découvrit trace ni de Ciré ni de sa monture. Alors, expirant profondément, elle fit jaillir de ses poumons un puissant rayon lumineux, avec lequel elle éclaira la gigantesque paroi afin de pouvoir y déceler le moindre mouvement de la base jusqu'au sommet. Puis elle chargea l'un de ses esprits, bourreau exterminateur de ses ennemis, d'aller explorer minutieusement chaque recoin des environs de la montagne. Elle l'arma d'un palel, petite gourde ronde en calebassier, et lui dit « Cette gourde contient Taïrekamu, la foudre. Va au pied de la montagne et cherche Ciré, monté sur un kobo. Dès que tu l'apercevras, approche-toi-en jusqu'à 44 coudées et lance-lui le palel. Mais prends garde, car Ciré a le pouvoir de se métamorphoser en de multiples façons. Aussi, vise tout ce qui bouge ou te semble insolite. Le palel ne manquera pas de frapper violemment le crâne de Ciré. La foudre qu'il contient grillera son cerveau et coagulera son sang dans ses veines. Son corps se flétira comme une herbe de saison sèche. Tu arracheras ses nerfs en les tirant. Ils se sépareront facilement de sa chair, car ils sont aussi fermes et solides que des fils métalliques. La moelle durcie sortira des tuyaux de ses os par ses doigts, ses orteils, ses paumes et ses talons. Si Ciré, son mouton, nous échappe,
un grand malheur m'attend, et par voie de conséquence t'attend également, ainsi que tous mes serviteurs. Aussi, déploie tous tes efforts en vue de réussir ta mission. Maintenant, va. L'esprit, éclairé par le rayon de Njedodewal, se dirigea vers la montagne. Quand il en fut proche, il aperçut sur ses parois l'ombre non pas d'un, mais de deux cavaliers avançant sur une même monture. C'était l'ombre de Ciré et de Bawemde montés sur le kobo. Njedodewal avait aperçu l'ombre en même temps que l'esprit. Elle poussa un cri si puissant que la terre en trembla. Malheur, malheur, s'écria-t-elle. Notre perte est en train de se consommer, car sans nul doute, Ciré, Bawemde et Kobu sont déjà au pied de la montagne. Or, il est dit que le jour où le regard du mouton aux yeux multicolores se posera sur sa paroi, l'entrée secrète du tunnel qui la traverse apparaîtra au grand jour. Njedo activa sa monture, laquelle redoubla de vitesse. Arrivée à proximité de la montagne, elle commanda à l'oiseau de voler le plus bas possible, afin de pouvoir observer attentivement les lieux. Tout à coup, elle aperçut une autruche mâle occupée à solliciter sa femelle. L'oiseau poussait des cris semblables au rugissement d'un lion. Mais loin d'exprimer la colère, c'étaient là des cris de tendresse et de câlinerie, manière pour le grand volatile de cajoler sa compagne. C'est le moment que Njedo choisit pour s'écrier. « Oh, autruche, viens vers moi !» en courant de toute ta vitesse de tes longues jambes. Le galant oiseau fit la sourde oreille. Il continua de chatouiller délicatement la croupe de sa bien-aimée, agitant ses ailes comme pour lui donner de l'air, et déployant les plumes de sa queue en éventail comme pour mieux l'éblouir. Devant son entêtement, Njedodewal mit pied à terre. Elle lui renouvela l'ordre de venir se mettre à son service. L'amoureux au long cou refusa. Alors, furieuse, Njedodewal prononça contre lui et sa descendance une imprécation dont nous constatons encore aujourd'hui les effets. Périsse tes deux ailes, ô autruche de malheur, s'écria-t-elle. Jamais plus tu ne pourras t'envoler comme tu le fais jusqu'à présent. L'autruche femelle, tout aussi récalcitrante que son soupirant, lui chuchota à l'oreille. Puisque nous ne pouvons plus nous envoler, essayons de courir avant que Njedodewal ne maudisse aussi nos pattes. L'attention de la grande sorcière venait d'être attirée par l'ombre qui se profilait à nouveau sur les parois de la falaise. Les deux oiseaux en profitèrent pour détaler à toute vitesse vers le pied de la montagne. Quand Njedodewal se retourna, elle constata qu'ils avaient disparu. Les fuyards avaient déjà réussi à rejoindre Ciré et Bawemde, auxquels ils signalèrent la présence de Njedo dans les environs. Puis, ils reprirent leur course. À son côté, l'esprit serviteur qui devait détruire Ciré n'était pas encore parvenu à ses fins. Son palel à la main, il suivait l'ombre qui se mouvait sur la paroi de la montagne, cherchant à découvrir son origine. Les autruches ne se doutaient pas que, dans leur course folle, elles se dirigeaient tout droit vers lui. Il perçut leurs pas, pensant qu'il s'agissait de Ciré et de Bawemde. Il leva le bras et s'apprêta à lancer son palel. Quand les oiseaux furent à quelques coudées de lui, il s'écria « Malheur à toi, Ciré, malheur à toi, Bawemde, car vos mères ont accouché de cadavres. »« Ô esprit, répliqua l'autruche mâle, tu fais erreur, nous ne sommes ni Bawemde, ni moins encore Ciré. Bien au contraire, nous sommes des oiseaux, tout dévoués à Njedodewal. Celle-ci nous a dépêchés vers toi pour te conduire à l'entrée du tunnel que recherche Ciré. Il ne tardera pas à le découvrir. Aussi, est-ce là que tu dois l'attendre. » Naïvement, l'esprit tomba dans le piège. Le voyant si bien disposé, le grand oiseau ajouta « Mon long cou
et ma tête plate lanceront le palel bien mieux que ta main ne saurait le faire. D'autant que ma haute taille me permettra d'apercevoir Ciré et Bawemde plus vite et mieux que toi. Comme pris sous l'effet d'un charme, l'esprit trouva la proposition judicieuse. Il plaça le palel sur la tête de l'astucieux oiseau et prit sa route dans la direction que celui-ci lui indiquait, tandis que le couple aux longues pattes rebroussait chemin pour aller avertir Ciré et Bawemde. Dès qu'ils les eurent rejoints, l'autruche mâle dit à Ciré: j'ai réussi à détourner dans une fausse direction l'esprit serviteur de Njedodewal. Il était chargé de lancer sur vous l'engin que voici. À toi d'en faire ce que tu voudras. Ciré, mais fais vite, car Njedo ne tardera pas à réaliser que son serviteur a été berné, et à nous découvrir tous. Le moins que nous risquions est notre capture qui nous mènera inévitablement à la mort. Avant même que l'autruche eût fini de parler, Bawemde perçut des cris épouvantables qui le remplirent d'effroi. Son affolement fut tel que Ciré en fut troublé au point de perdre momentanément ses moyens et de ne savoir que faire. Ce que voyant, l'autruche mâle leur dit: ne bougez pas et tenez-vous tranquilles. Je vais exécuter ma danse magique en traçant autour de vous un hexagramme. Si vous restez en son centre, vous bénéficierez d'une protection occulte. Oh! Non, les contes africains, c'est mieux que Naruto, hein, les amis. Allez, on continue. Le magicien ailé entama sa danse erratique. Évoluant de gauche à droite, il traça un premier triangle dont il entoura ses protégés, puis un second triangle de forme inversée, obtenant ainsi une figure composée de 6 cases encerclant une 7e case centrale. Sa danse terminée, il sauta à pieds joints dans la case centrale et se trouvait déjà sa compagne et ses nouveaux amis. Les cris perçus par Bawemde avaient été poussés par l'oiseau géant de Njedodewal. Celle-ci approchait rapidement. Elle survola bientôt Ciré et ses compagnons sans les découvrir, voilés qu'ils étaient par les vertus occultes de l'hexagramme. Pendant qu'elle était assise occupée à chercher Ciré et à retrouver son démon exterminateur, le mouton Kobu leva la tête et fixa la montagne de ses yeux bicolores. Tout un pan de la muraille s'écroula et laissa apparaître l'entrée du passage. Vite, vite! Crièrent l'autruche et sa femelle à Ciré et Bawemde. Entrez dans le tunnel avant que la porte ne se referme. Aussitôt Ciré et Bawemde enfourchèrent Kobu et s'élancèrent vers l'ouverture. Mais hélas, le palel que Ciré tenait dans la main et qui était destiné à Njedodewal lui échappa, roula jusqu'au seuil de la galerie béante et s'y engagea. Là, il heurta la paroi intérieure. Il éclata. Des flammes jaillirent et se répandirent dans la galerie, qui devint un véritable puits de feu d'où s'échappait une épaisse fumée asphyxiante. Des langues de feu sortant du tunnel s'élevèrent et embrassèrent la montagne comme un vulgaire toit de chaume. En un instant, elle devint un brasier ardent. Tous les petits animaux, crapauds, souris, rats, gueules tapées, lézards et renards, pour ne citer que cela, furent rôtis par les flammes. Njedodewal contemplait de loin avec délectation cette rôtisserie aussi gigantesque qu'inattendue. Pour mieux jouir du spectacle, elle commanda à son oiseau de s'approcher davantage. Il formait dans le ciel comme un épais nuage noir qui grossissait rapidement. Bawemde fut le premier à l'apercevoir. « Oh, Ciré, s'écria-t-il, notre mort est à point, car ce gros nuage noir qui évolue vers nous ne peut être que Njedo et son sinistre oiseau. Or, il nous est impossible de nous engager dans le tunnel en feu. Qu'allons-nous faire ?» Il avait à peine fini de parler que la calamiteuse était au-dessus d'eux. Elle éclata dans un grand rire féroce, puis prononça des paroles magiques propres à rompre le charme qui les protégeait encore.
Malheur à vous, s'écria-t-elle, car je vais lancer contre vous un deuxième palel, puisque le premier n'a fait qu'embraser la montagne. Aussitôt, un gecko gros comme un caïman et rouge comme une braise sortit sa tête des flammes, ouvrant toute grande sa large gueule, et dit: Oh, pourchassés de Njedodewal, entrez sans peur dans ma bouche, je vais vous faire traverser le tunnel sans dommage, et la grande sorcière n'aura pas raison de vous. Qui donc es-tu, ô animal providentiel? Questionna Ciré. Je possède plusieurs noms, répondit l'animal, mais le plus courant est Guédal. La jante saurienne à laquelle j'appartiens vit dans les régions chaudes. Guénouz nous a dotés d'une tête plate et large et de doigts garnis de lamelles adhésives qui nous permettent de courir le long des parois et même des plafonds. Bien que nous soyons intelligents, les hommes ne nous aiment pas. Ils nous considèrent comme des êtres nocturnes haïssables. Ciré, ajouta-t-il, ton compagnon est un ami fidèle des animaux. Aussi, par devoir de reconnaissance, vais-je vous faire passer de l'autre côté de la montagne. Sans perdre une seconde, Ciré, Bawemde et Kobu se jetèrent tous les trois dans la gueule enflammée de Guédal le gecko. Juste au moment où celui-ci refermait ses mâchoires, sur les trois compagnons, l'oiseau de Njedodewal se posa devant l'entrée du tunnel. Njedo descendit avec le palel en main. Elle le lança contre la montagne. Il en jaillit des flammes d'une puissance prodigieuse qui rendirent le brasier plus ardent encore. Persuadée que les fugitifs étaient à l'intérieur, elle tenait à réduire en cendres la montagne et ses occupants. Mais ce fut peine perdue. C'était sans compter avec la formidable capacité de résistance de la montagne. S'approchant de l'entrée de la galerie, Njedodewal aperçut le gecko, mais ne put l'identifier en raison de son envergure et surtout de la grosseur de son ventre. « Qui es-tu » lui dit-elle, « ô animal qui nage dans les flammes comme une silure dans l'eau. À quelle espèce appartiens-tu? Je ne te reconnais pas. Je n'ai jamais vu de rampant tel que toi. Ta tête, tes pieds, ta queue ressemblent à ceux d'un guédal des cavernes. Mais ton envergure et le volume de ton ventre ne sont pas ceux d'un gecko ordinaire. Comment et pourquoi te trouves-tu à l'entrée de ce tunnel? Que fais-tu là? Qui cherches-tu? C'est à toi, répliqua le guédal, de me dire pourquoi tu es là et ce que tu cherches. Je cherche 3 grands malfaiteurs, répondit Njedodewal. 2 hommes et un mouton magique, qui peut marcher sur terre et voler dans les airs avec la rapidité d'un éclair. Les 2 hommes se nomment Ciré Bawemde et leur monture Kobu. Je suis moi-même Njedodewal, la propriétaire de l'île magique située au milieu du grand lac salé qu'entoure cette montagne. J'ai enfoui dans l'île une gourde métallique contenant un secret mortel. C'est cette gourde que Ciré convoite, et le jour où il la trouvera, il l'ouvrira. Et l'île, il l'ouvrira, l'île, le lac et la montagne qui les entourent seront anéantis. Je te demande donc, ô Guédal, de collaborer avec moi pour empêcher ces 3 ennemis de franchir la montagne et d'accéder à l'île. En récompense de ta collaboration, je te donnerai le turban de la royauté, et tu commanderas à tous les êtres de la montagne. Oh, Njedodewal, dit le Guédal, je reconnais ta puissance. Si tu vois mon ventre si gonflé, c'est qu'il est rempli de mes œufs que je suis en train de pondre. Éloigne-toi un peu de l'entrée, assieds-toi et attends que j'ai fini d'expulser mes œufs qui renferment ma progéniture. Ensuite, je deviendrai ton serviteur dévoué et ne laisserai aucun être vivant passer. Joignant le geste à la parole, le Guédal souleva sa queue et se mit à geindre, comme étreint par les douleurs de l'enfantement. Njedo s'éloigna sans méfiance.
Le Guédal pondit effectivement quelque chose. C'étaient nos trois amis, qui sortirent de son ventre par son anus. Dès qu'ils furent au dehors, l'air marin qui soufflait doucement depuis l'autre extrémité du tunnel les revigora. En un instant, à l'instant même, les feux de la montagne s'éteignirent. Au plus grand étonnement de Njedo Dewal, non seulement le Guédal disparut, mais l'entrée du tunnel se referma si hermétiquement qu'elle ne parut n'avoir jamais existé. En voyant s'éteindre les flammes, Njedo comprit qu'elle était en voie de perdre la partie. Mais il en fallait beaucoup plus pour décourager la grande sorcière. Elle s'écarta de quelques coudées du lieu où elle était tapie et poussa un cri semblable au ululement du hibou. Intensifié par l'écho, le cri gronda comme un tonnerre lointain. La calamiteuse fit alors venir son oiseau, le chevaucha et lui commanda de franchir la muraille de pierre. L'oiseau prit son élan. En un clin d'œil, il s'éleva si haut qu'il atteignit le sommet de la montagne. Il passa de l'autre côté, redescendit et déposa sa maîtresse à l'entrée de la plaine qui dévalait jusqu'aux rives du lac Salé. Siré Bawemde et Kobu avaient devancé Njedo Dewal et étaient déjà arrivés au bord de la rive. Ils virent une tortue de mer géante qui nageait à la surface des eaux. Épuisée, elle faisait le va-et-vient entre les rives du lac et les bords de l'île, cherchant visiblement de la nourriture. Bawemde sortit de son sac le fruit Foji, donné par le porc-épic, et lui jeta. La tortue se précipita sur le fruit, dévora ses graines et s'en rassasia. Puis, joyeuse comme une nouvelle mariée, elle nagea vers Bawemde, lançant allègrement ses pattes en de larges brassées. Oh, Bawemde, dit-elle, puisse Guénou te récompenser dignement. Tu m'as trouvé affamé à hurler. Les tubes de mon estomac et de mes intestins si emmêlés que mon âme avait tout désappris. 8 jours durant, mon ventre est resté collé. Rien n'y est entré et rien n'en sorti. Tu m'as apporté ce fruit de Foji et j'en ai mangé à satiété. Maintenant que j'ai recouvré mes forces et ma vigueur, si je puis quelque chose pour toi et tes compagnons, dis-le. J'essaierai de vous être utile en remerciement de ton bienfait. Ô tortue de bon augure, répondit Bawemde, puisse Guéno prolonger tes jours et qu'ils soient aussi nombreux que les grains de sable de l'île que j'aperçois là-bas au milieu du lac. Tu peux effectivement nous aider. Mon compagnon et moi voudrions atteindre cette île et y débarquer. Je dois y amener le mouton Kobu que voici, afin qu'il y fourrage et se rassasie de sa bonne herbe abondante. J'aime tellement mon mouton que je suis prêt à aller partout où il trouvera de la bonne herbe à brouter. Mon compagnon que tu vois se nomme Siré, ajouta-t-il. Nous sommes liés par un serment plus sacré que celui du sang paternel ou du lait maternel. Solidaires pour le meilleur et pour le pire, nous allons partout ensemble et ne voulons pas nous séparer. Oh, Bawemde, s'écria la tortue, prends garde, abstiens-toi d'aller sur cette île où les ongles et les dents des visiteurs tombent comme des fruits mûrs. Oui, homme de bien, l'île est peuplée de vers énormes, dont les poils gros comme des bosses de sanglier sont hérissés comme des pics. Ces vers gigotent et réduisent en poudre tout ce qui se trouve à portée de leur bouche. Je vous ai suffisamment informé sur ce qui vous attend dans cette île. Je ne vous en ai rien caché, rien du tout. Mais si, malgré cette mise en garde, vous désirez toujours vous y rendre, alors je peux vous y conduire, en vous servant d'embarcation. Bawemde, ayant acquiescé, elle continua. Je vous conseille cependant de me laisser accoster à l'endroit de mon choix.
Je connais en effet un coin de l'île qui échappe au contrôle de Njedo Dewal. Celui qui manque ce débarcadère va vers une mort certaine. Laissez-moi donc vous y déposer. Le lieu, je vous en préviens, est infesté de mouches et de sauterelles. On y trouve aussi un fourmilier et une femelle de scorpion, qui est la reine du lieu. Dès que vous serez arrivé, allez lui demander l'hospitalité. Siré, Bawemde et Kobu montèrent sur le dos de la tortue. Les deux hommes s'y assirent en tailleur, Bawemde tenant fermement son mouton. Sa tortue leur fit l'ultime recommandation. De fortes vagues vont déferler avec fureur, dit-elle. Elles s'étireront longuement et se lanceront en d'immenses langues hautes comme des montagnes. Quoi qu'il arrive, restez assis comme vous êtes et surtout ne craignez rien. Et que Siré muselle Kobu pour l'empêcher de bêler durant notre traversée. La tortue n'avait pas fini de parler que ses passagers virent d'énormes vagues s'élever comme sous l'effet d'une tempête et se ruer vers eux, se tortillant et se chevauchant furieusement. Chacune d'elles ressemblait à une montagne mobile qui paraissait devoir immanquablement s'écraser sur eux et les engloutir. Mais la tortue escaladait les vagues les unes après les autres et dévalait leurs versants opposés avec l'agilité d'un singe. Ce fut une traversée bien mouvementée, faite d'une succession périlleuse de montées abruptes et de descentes vertigineuses. Après une atroce demi-journée de voyage, la tortue atteignit enfin le débarcadère annoncé. Elle y déposa ses passagers et, avant de prendre congé d'eux, leur donna ses derniers conseils. Pour pénétrer dans l'île, dit-elle, marchez droit devant vous, sans vous écarter du premier sentier qui se présentera. Ce sera une sorte de venelle qui vous mènera droit au trou où réside la reine Scorpion. Dès que vous serez à la porte de sa demeure, dites-lui que vous êtes des étrangers venus lui demander l'hospitalité. Tout d'abord, elle vous ordonnera méchamment de décamper et d'aller loger ailleurs. En guise de réponse, asseyez-vous à terre et dites-lui : nous sommes ici au nom de la tradition, et votre mauvaise humeur ne nous fera point partir. Elle entrera alors dans une grande colère, mais ne craignez rien, ce ne sera qu'un simulacre. Elle menacera de vous faire avaler par un ver de terre. Rétorquez-lui que, justement, vous avez bien envie de visiter le tube digestif d'un ver, car vous ignorez comment il est fait. Sur ce, un énorme ver de terre se précipitera sur vous, ouvrira sa bouche et commença par avaler Kobu. Puis il vous dira : retournez d'où vous venez, ou vous subirez le même sort que votre mouton. Répondez-lui que vous êtes plutôt pressé de rejoindre votre blanche monture dans ses entrailles. Alors, l'énorme invertébré vous avalera tous les deux, et vous verrez ce que vous verrez. Ayant dit, la tortue prit congé de nos compagnons, retourna vers la rive, fit un grand plongeon et disparut dans les profondeurs des eaux. Suivant à la lettre ses instructions, Siré et Bawemde marchèrent droit devant eux. Ils empruntèrent le premier sentier qui se présenta, lequel, comme annoncé, les mena tout droit au nid de la reine Scorpion. Celle-ci se tenait à l'entrée de son trou, comme pour se réchauffer au soleil et prendre l'air tout à la fois. Dès qu'elle perçut la présence de Siré et de ses compagnons, elle recroquevilla sa queue, ouvrit largement ses entrailles et prit sa position de combat. « D'où venez-vous ? leur cria-t-elle. Qui êtes-vous ? Que cherchez-vous ? Il faut que vous soyez les plus malappris et les plus malchanceux des êtres pour vous aventurer ici comme dans une foire. Une malmort va vous lancer sa pierre et vous périrez, comme périssent tous ceux qui osent violer l'île de Njedo Dewal, la grande magicienne. Allez vous perdre dans les profondeurs du lac et mourrez-y.
Cela vaudra encore mieux pour vous que de rester ici. Non, nous n'irons nulle part, répondit Bawemde. Siré surenchérit, nous sommes tes hôtes et nous le resterons. Que la calamité dont tu nous menaces vienne. Qu'elle brûle nos chairs, brise nos os, les réduise en poudre, plus fine que la plus fine des farines, et qu'ensuite la farine de nos os soit éparpillée dans l'air. Nous sommes ici et nous y resterons. Bawemde s'écria. Tu vois, ô puissante reine, nous n'avons nullement l'intention de déguerpir. Nous sommes chez toi et n'en partirons pas. Pique-nous de ton aiguillon et que ton venin nous empoisonne, ou assène-nous des coups de barre de fer si le cœur t'en dit. Plutôt que de quitter ces lieux, nous subirons, le cœur tranquille, n'importe quel châtiment. Ne perds donc pas ton temps, ô reine, aux dards puissants et venimeux, car rien ne nous fera changer d'avis. Devant leur détermination, la reine Scorpion s'adoucit. Il me répugne, dit-elle, de recevoir Kobu et Siré chez moi, car Njedo livrera une guerre sans merci au logeur téméraire qui hébergera son ancien prisonnier. Or, je n'ai nulle envie d'avoir affaire à la grande sorcière aux yeux tantôt rouges sang, tantôt noirs. Ô reine Scorpion, reprit Bawemde, puisse Geno prolonger tes jours. Tout ce que tu dis de Njedo est vrai, mais de notre côté, nous n'ignorons pas qu'elle n'a aucune emprise sur toi et que ta demeure est un lieu sûr que jamais elle n'osera violer. Elle craint en effet que ta flèche ne la pique et ne lui traverse la poitrine de part en part. C'est parce que nous connaissons ce secret que nous sommes venus nous placer sous ta protection. Njedo Dewal ne peut rien contre celui que tu protèges. Aussitôt, la reine détendit sa queue, referma ses tenailles et demanda aux deux compagnons. Que cherchez-vous dans cette île maudite? Nous cherchons, répondit Siré, une gourde métallique dans laquelle Njedo Dewal a enfermé son grand fétiche, avant d'aller enfouir le tout en quelques lieux secrets de l'île. Or, c'est grâce à la puissance et au sortilège de ce fétiche qu'elle peut assujettir à son pouvoir les êtres des trois règnes de la nature et les métamorphoser en tout ce qu'elle veut. La grande sorcière peut ainsi semer partout la mort et la désolation, car Geno la laisse faire. Allez vous reposer à l'ombre du palmier que vous voyez là-bas, dit alors la reine. Mettez-vous-y à l'aise et soyez patient. Et surtout, n'ayez aucune peur de ce que vous verrez, ni de ce qui vous arrivera. Avec leurs moutons, nos deux amis se dirigèrent vers le palmier que la reine venait de leur indiquer. Dès qu'ils furent installés sous son ombre, l'arbre se transforma en un gros ver de terre, tout semblable à celui que leur avait dépeint la tortue. Le ver ouvrit son énorme bouche, d'un seul coup avala Kobu. Puis, s'adressant aux deux hommes, la reine des lieux vous avait bien mis en garde. La reine des lieux vous avait bien mis en garde contre ce que vous risquiez si vous restiez sur cette île. J'ai avalé votre mouton en guise d'avertissement, pour vous donner un avant-goût du sort qui pourrait être le vôtre si vous vous obstinez à rester ici. Bien que saisi d'une peur compréhensible, Bawemde et Siré répondit d'une seule voix. Nous avons hâte, au grand ver, d'être avalés par toi pour retrouver notre mouton. Aussitôt, Bawemde se sentit happé par les pieds. Siré, ô Siré, s'écria-t-il, attrape mes bras et tire-moi. Le ver est en train de m'avaler. Siré se saisit des bras de Bawemde et tira de toutes ses forces. Mais en un clin d'œil, non seulement le ver les avait avalés, mais Bawemde avait tiré les bras de Siré et avait disparu dans sa gueule. Le reste de son corps y fut bientôt englouti à son tour. Ah, à peine l'énorme invertébré avait-il fini d'avaler le mouton, et ces deux cavaliers que Njedo Dewal arrivaient sur la rive de l'autre côté du lac.
là où nos compagnons s'étaient embarqués sur le dos de la tortue. Elle se mit à fouiller partout pour retrouver la trace des fugitifs, mais en vain. En désespoir de cause, elle se lança à la recherche du Guédal, également en pure perte. Elle chercha longuement, se fatigua beaucoup, fut énormément perturbée car cette quête, aussi épuisante qu'inutile. Elle était si lasse qu'elle ne pouvait plus marcher normalement et n'avançait qu'en titubant. Vacillant sur ses jambes, le cœur empli d'inquiétude, elle se dirigea vers l'embarcadère. Ses intestins se mirent à se tortiller et à grouiller dans son ventre. Une morve épaisse et fétide s'épanchait de ses narines. Des larmes chaudes et amères cascadaient de ses yeux. Par des moyens qui lui étaient propres, elle traversa le lac et débarqua sur l'île. Sans perdre une minute, elle courut fébrilement vers le lieu discret où elle avait enfoui la gourde métallique. À son grand soulagement, elle constata que l'endroit ne présentait aucune trace de visite insolite. Toutefois, pour être certaine que ses ennemis n'avaient pas débarqué dans l'île, elle entreprit d'en fouiller tous les coins et recoins, recherchant la moindre trace, voire la moindre odeur d'ovin ou de fils d'Adam. Mais elle ne perçut rien de tout cela. En effet, le ver, après avoir avalé Ciré, Bawemde et le Kobu, les avait évacués sous terre avant de reprendre sa forme initiale de palmier. Quelque peu rassurée, Njedo Dewal éprouva le besoin de reprendre ses forces. Apercevant le palmier, elle alla se reposer sous son ombre. Là, elle se sentit envahie d'une somnolence inaccoutumée. De crainte d'être surprise par ses ennemis durant son sommeil, elle voulut résister, mais n'y parvint pas. Ses yeux se fermèrent et elle s'endormit. Elle vit en songe que quelque chose, elle ne savait pas quoi, creusait la terre en direction de l'endroit où elle avait enfoui sa gourde métallique. Elle se réveilla en sursaut, constatant qu'une salive épaisse avait coulé de sa bouche et sali son cou et sa poitrine. Elle courut vers la rive pour se nettoyer. La vision que Njedo Dewal avait eue pendant son sommeil n'était pas un simple rêve, c'était une révélation, la vision réelle de ce qui était en train de s'accomplir sous la terre. En effet, Bawemde et Ciré avaient trouvé, dans la fosse souterraine où le ver merveilleux les avait déposés, un fourmilier mâle qui était un terrassier vigoureux. Celui-ci leur avait dit « J'ai reçu l'ordre de vous servir en creusant une galerie qui vous mènera jusqu'à la gourde de Njedo Dewal. Mais la grande sorcière, par l'effet de ses sortilèges, a rendu mes yeux si myopes que pour distinguer un objet, il faut que le bout de mon nez vienne à tomber dessus. Pour rompre le charme qui obscurcit la vue, il faudrait que l'humeur séchée provenant des yeux d'un vieux chien mêlé à un peu d'antimoine et délayé dans de l'eau. Dès que je m'en laverai le visage, ma vue redeviendra normale. » On s'en souvient, sans doute, Bawemde possédait dans sa besace tout ce qu'il fallait pour guérir la myopie du fourmilier. Il prépara donc la solution indiquée et la lui tendit. Dès que le fourmilier l'eut placé sur ses yeux, il recouvra la plénitude de sa vue. Aussitôt, il se mit au travail. Pendant ce temps, Njedo Dewal, persuadé que les fugitifs n'étaient pas dans l'île, avait retraversé le lac et fouillait jusque dans les moindres anfractuosités de la montagne où, pensait-elle, il s'était sûrement camouflé. Le fourmilier travaillait avec vigueur et efficacité. Sa galerie avançait régulièrement. Mais hélas, il fut tout à coup arrêté dans sa progression par un mur de pierre solidement maçonné, apparemment infranchissable. Il se tourna vers Bawemde et Ciré. « Sans nul doute, leur dit-il, la gourde métallique de Njedo Dewal se trouve derrière ce mur. Mais mes griffes
ne peuvent venir à bout d'une telle construction. Que pouvons-nous faire? Bawemde se souvint alors du crâne qu'il avait trouvé dans le fruit du baobab et que son aïeul consultait chaque fois qu'il se trouvait devant une difficulté insurmontable. Il traça un hexagramme sur le sol, plaça le crâne en son centre et l'incanta. Ô merveilleux crâne d'un homme que je ne connais pas, mais qui fut sans nul doute une personnalité sans pareille, riche et puissante, à tout égard, je te conjure de nous dire ce que nous devons faire. Et le crâne parla. Il en sortit une voix sourde et nasillarde, qui prononça ces mots. Oh, Bawemde, sors de ta besace la pierre qui a été vomie par le crapaud. Jette-la contre le mur et tu verras ce que tu verras. Bawemde fouilla dans sa besace, en sortit la pierre et la lança contre l'obstacle. Un grand pan de mur s'effondra. La gourde métallique, aussi ronde qu'un très gros fruit de calebassier, apparut à leurs yeux, mais il restait encore à l'ouvrir. Donc voilà un peu les amis pour cette partie-ci. On a fait 1h30 de live. Je pense que c'est pas mal quand même. Donc vous voyez là, on commence à vraiment rentrer dans l'action de ce combat entre Bawemde, Kobu, Siré et Jedo Dewal. Et moi, ça me fait énormément penser au Naruto, quoi. C'est presque comme les Naruto, même dans les incantations, quand ils tracent les hexagrammes et tout ça. C'est même mieux que Naruto, quoi. C'est vraiment... si ce genre de conte-là existait en film ou en dessin animé, et que c'était bien fait, bien ficelé et tout ça, je pense que ça serait vraiment une tuerie incroyable, quoi. En tout cas, espérons qu'à l'avenir, en tout cas si j'arrive à en avoir les moyens, j'investirai dans un tel projet parce que c'est vraiment une histoire incroyable et haletante, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ce live vous a plu. Mettez-moi les cœurs si ce live vous a plu, s'il vous plaît. En tout cas, on tire à la fin. Merci à tous ceux qui m'ont suivi durant tout le long, voilà, qui étaient là depuis le début. Donc, eh bien, je pense que je vais repartir en live la semaine prochaine. Moi, je ne sais pas encore exactement quand, mais bon, je pense que ça sera soit mercredi, soit jeudi. Mais quoi qu'il arrive, je vous ferai une annonce et nous pourrons consulter la suite de ce compte. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, beaucoup de courage dans tout ce que vous faites, la santé et une longue vie et un mental de fer. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Merci beaucoup.